Bonjour, bonsoir, salut, coucou et bienvenue dans Le Français avec Yasmine, le podcast qui dépoussière la langue française. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère basée à Paris et fondatrice de l'école Island French. Depuis plus de 20 ans, j'enseigne le français à tout le monde. Des dirigeants de très grandes entreprises, des ambassadeurs, jusqu'aux adultes qui en ont marre de tourner en rond et qui veulent enfin parler français. Je suis aussi polyglotte, je parle 4 langues couramment et ici, je partage avec toi tout ce que j'ai appris sur les langues pour t'aider à progresser en français. Ma promesse, pas de froufrou, pas de liste d'exception, que du bon et du concret, résultat garanti. Bonne écoute! Chaque année, le 21 juin, la France se transforme en une fête géante. Les bars débordent, les gens sortent, les petits et les grands, des voisins qui se détestent le reste du temps, dansent ensemble sur du jazz, du rock, du métal, du rap ou du Céline Dion remixé par un DJ amateur ou approximatif. Les centres-villes deviennent chaotiques, parfois magnifiques, parfois insupportables. Et pourtant, malgré les critiques, malgré le bruit, malgré les débordements, malgré les gens qui disent que chaque année, cette fête est devenue n'importe quoi, la fête de la musique reste l'un des événements les plus importants de la culture française contemporaine. Ce rendez-vous est tellement incontournable que peu importe le jour où il tombe, les gens feront la fête. Ça tombe un lundi, on fera la fête un lundi. Cette année, la fête de la musique tombe un dimanche et ce dimanche d'ailleurs, nous ferons la fête ce dimanche. Tant pis pour lundi matin. Et quand je parle de fête, je te parle de fête jusqu'aux aurores, jusqu'aux petites heures, jusqu'au petit matin. Bon, normalement, en principe, pas pour moi, parce que j'aime bien être au lit avant minuit, mais je sais qu'il y aura de la musique toute la nuit, et quoique, la dernière fois que j'ai participé à la fête de la musique, j'ai fini à 5h du matin, les pieds en compote, car on avait traversé toute la ville, c'était génial, on avait fait ça à Paris, c'était il y a 2 ans, je crois, parce que l'année dernière, j'étais pas à Paris. Bref, extraordinaire, une expérience géniale si t'aimes bien être à l'extérieur et écouter de la musique un peu dans tous les sens. Mais d'où vient cette tradition de la fête de la musique en France? Alors pour une fois, la fête de la musique, c'est pas une fête du Moyen-Âge, c'est une fête assez récente. Et avant même de parler du 21 juin, il faut comprendre qu'en France, la musique n'est pas considérée comme un divertissement. Juste une petite information, j'ai mon chat qui est en train de manger derrière moi. Je sais pas si tu l'entends, moi je l'entends, mais si tu l'entends, je suis désolée. Mais je vais quand même continuer à enregistrer. Donc, dans la culture française, l'art a longtemps été vu comme quelque chose de noble, indispensable. L'art a d'ailleurs son ministère, donc le ministère de la culture. Et en France, depuis des décennies, l'État intervient énormément dans la culture, avec des subventions, festivals, théâtre public, opéra, conservatoire, aide aux artistes, quota de chansons françaises à la radio. Donc si tu écoutes une radio française, et c'est la même chose en Belgique, il y a un quota de chansons françaises obligatoire qui doit être diffusé dans les radios. Je me souviens plus du quota, mais c'était assez important. Je me demande si c'est pas 80%. Beaucoup de chansons françaises ou francophones doivent être diffusés. Il y a des financements du cinéma, il y a aussi les intermittents du spectacle. Donc, l'idée française de la culture, c'est que si on laisse uniquement le marché décider, certaines formes d'art vont disparaître et donc l'État intervient et l'État protège la culture. Et la fête de la musique est probablement l'un des symboles les plus puissants de cette idée. Après, je suis aussi évidemment obligée de faire une parenthèse sur le type de musique. Donc bien que le rap,
je vais prononcer avec l'accent français, le hip-hop et les chanteurs du type Aya Nakamura fassent un carton en France, mais aussi à l'étranger. Ce sont les styles et les artistes qui sont les plus écoutés sur les plateformes de streaming. Il y a encore beaucoup d'institutions françaises qui ont du mal ou qui n'ont pas envie de reconnaître ces musiques comme type d'art. Il y a des gens qui disent oui, voilà, c'est pas du français, c'est pas bien écrit, c'est pas bien chanté, c'est vulgaire. Et un petit exemple, par exemple, c'est la cérémonie des victoires de la musique qui récompense de temps en temps un ou deux artistes du type Aya Nakamura, mais qui sont clairement sous-représentés. Et pour répondre à ce manque de diversité, on ne peut plus français, sauf pour l'équipe de foot, il existe maintenant une cérémonie de victoire de la musique qui s'appelle Les Flammes, et donc ça représente tous les artistes du type Aya Nakamura, du rap français, du hip-hop français, et qui en fait représente toutes les catégories qui sont sous-représentées par la cérémonie, disons, des victoires de la musique qui est un peu plus classique. Alors je t'en parle parce que moi j'ai grandi avec ces artistes qui ont peu ou pas gagné de victoire de la musique, et pourtant ces chansons m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Toute ma génération, on connaît les paroles par cœur. Je pense notamment à la chanteuse Diams. Je sais pas si elle a gagné un prix. En tout cas, si elle en a gagné un, ce sera que un. Mais elle n'en a pas gagné 10. Mais heureusement, les choses changent. Et je pense notamment au chanteur ou rappeur Jul, je sais même pas comment on prononce, donc c'est J-U-L, qui remplit je ne sais pas combien de stades de France. Alors, c'est pas du tout mon style de chanson, pas du tout. Mais il y a quand même un peu une exposition à la diversité qui commence un peu à se voir. Il reste toujours un peu les réacs qui vont dire c'est pas de la musique, mais ça change. Alors, retournons à notre fête de la musique. Qui est à l'origine de la fête de la musique? Alors l'idée vient de Maurice Fleuret, qui était directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture dans les années 80, quand Jack Lang était ministre de la Culture. Jack Lang, je vais t'en reparler un peu plus tard. Je suis obligée de t'en parler. Et l'idée lui est venue suite à une étude menée en 1981. Et dans cette étude, en fait, ils ont remarqué qu'il y avait des millions de Français qui jouaient un instrument de musique. Et le résultat était vraiment une surprise. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait autant de personnes qui jouent d'un instrument de musique. Mais il y avait aussi un problème. Ces musiciens amateurs ne jouaient que dans des cercles fermés. Donc à la maison, à l'école de musique, au conservatoire, dans le garage. Mais on ne le voyait pas dans l'espace public. Et tu le sais, en général, en plus les Français n'aiment pas le bruit. Donc forcément, quelqu'un qui joue de la musique, c'était... on ne fait pas de bruit en France. Si tu vas par exemple à Paris, c'est quand même une grande ville, mais ça reste quand même une ville qui est relativement silencieuse. Je pense notamment... là, je suis revenue de 2 semaines à New York. Paris, c'est silencieux. New York, c'est ultra bruyant. Même chose quand je suis partie habiter au Brésil, à Rio. Un vacarme que les Français n'aiment pas forcément parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, Maurice Fleuret a eu l'idée que la musique sera partout et le concert nulle part. Donc, ça veut dire que tout le monde peut jouer dans la rue gratuitement et en même temps, pas besoin d'être professionnel, pas besoin de faire un concert. Tu joues devant chez toi, devant ta maison, tu as un instrument de musique et tu peux jouer. Et Jack Lang, donc ministre de la Culture à ce moment-là, a adoré le concept et il l'a aidé à mettre en place la fête de la musique. Et donc, je suis maintenant obligée de te parler de Jack Lang, un personnage très peu glorieux, qui a dernièrement accumulé beaucoup de scandales. Et ça n'a pas l'air de trop inquiéter le gouvernement. Donc, il a été récemment le président de l'Institut du monde arabe. Première parenthèse, il ne parle pas arabe, mais il fait la promotion. Enfin, il faisait... à l'imparfait, s'il te plaît, Yasmine. Il faisait la promotion de l'enseignement de la langue arabe, mais ne parlait pas arabe lui-même. Pourquoi pas? Moi, je trouve ça très étonnant, mais c'est pas grave. Bon, déjà, président de l'Institut du monde arabe, tu parles pas arabe, il y a quand même un truc qui fonctionne pas. C'est bizarre. Tu vois, je vais pas être, moi, présidente de l'Institut du monde italien si je ne parle pas italien. C'est quand même logique. Mais voilà. Passons. Donc il a été contraint de démissionner parce qu'il a fait quand même pas mal de bêtises et en plus quand il y a eu de la pression pour qu'il démissionne, il n'avait pas envie de démissionner. Bon, je t'explique rapidement pourquoi Jack Lang est un personnage assez problématique. Premièrement, c'était un grand copain de Jeffrey Epstein et la fille de Jack Lang est même sur le testament de Jeffrey Epstein.
C'est très problématique. Jeffrey Epstein aurait aussi largement financé le projet professionnel de la fille de Jack Lang. J'ai oublié son prénom. Voilà, sa fille, peu importe. Et quand le gouvernement américain a menacé de publier les documents et les mails de Epstein, je peux te dire que Jack Lang et sa fille n'étaient pas sereins. Et je les comprends, c'est normal. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que Jack Lang n'est pas quelqu'un de recommandable. Et donc c'est cette information qui lui a coûté son poste comme président à l'Institut du monde arabe, où il était gracieusement payé 10 000 € par mois pour ne pas faire grand-chose, ceci dit. Ensuite, en numéro 2, des bêtises qu'il a faites. Suite à la sortie donc, des informations sur ses liens avec Jeffrey Epstein, il y a même des photos où ils sont ensemble. Les langues ont commencé à se délier à Paris, dans tout Paris. Et en fait, Jack Lang arrivait très souvent dans de très grands restaurants, dans des hôtels, en grand prince et ne payait jamais ses notes. Donc il est quand même payé 10 000 € par mois, mais il ne payait pas ses additions. Donc il y avait déjà en 2015 un scandale avec le restaurant Noura qui est sur le toit au dernier étage de l'Institut du monde arabe où il avait des dîners impayés à hauteur de 40 000 €. 40 000 € d'impayés de dîner. Il faut en faire des dîners pour avoir 40 000 € d'impayés. Et donc ça c'était en 2015 et le restaurant a décidé de médiatiser l'affaire. Parce que voilà, les impayés, c'est insupportable. Et Jack Lang a donc, enfin, après avoir été médiatisé, il a remboursé 39 000 € sur les 41 000. Bon, la mesquinerie n'a pas de limite, évidemment, dans ces cas-là. Ensuite, Jack Lang avait aussi ses habitudes un peu partout. Il était aussi blacklisté partout, parce que les gens savaient. Il n'était plus invité au festival de Cannes parce qu'il ne payait pas ses dîners ni ses chambres d'hôtel pendant le festival. Même chose au restaurant chez Edgar, qui est un restaurant parisien où il y a beaucoup d'hommes politiques qui vont. Donc, tu vois, voilà, une deuxième raison pour laquelle Jack Lang, t'as pas trop envie de l'avoir comme ami. Mais attends, c'est pas fini. Troisième petit scandale de Jack Lang, c'est qu'il avait aussi une petite attirance pour les jeunes et pour la pédocriminalité. Et il s'en est jamais caché. Donc en 1977, il a signé une tribune dans Le Monde et Libération suite à l'arrestation et la condamnation de 3 hommes auteurs de pédocriminalité. Et cette tribune, on pouvait lire, je cite, « 3 ans de prison pour des caresses et des baisers ». Enfin, s'ils sont condamnés, c'est qu'ils ont fait des bêtises. Enfin, qu'il y a des preuves. En général, quand c'est la pédocriminalité ou des viols, c'est toujours très difficile de prouver. Donc, si ils ont 3 ans de prison, c'est qu'ils ont vraiment été très très loin. Bref. Mais c'est pas fini. Est-ce que tu sais, enfin, je pense que tu n'imagines même pas qui d'autre a signé cette tribune. Et donc, je t'invite à t'accrocher. Tu es bien assis. Il y a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a signé cette tribune. Oui, oui. Jean-Paul Sartre, forcément le petit copain de Simone de Beauvoir. Bernard Kouchner, qui était très longtemps ministre en France. Il a été ministre plusieurs fois. Louis Aragon. André Glucksmann, le père de Raphaël Glucksmann. Tu entendras parler de Raphaël Glucksmann en 2027 pendant les élections présidentielles, parce qu'il essaie de se présenter en étant président pour le PS, je crois, donc le Parti Socialiste. Donc son père a signé cette tribune. Et il y a encore bien d'autres, mais c'est pas fini non plus. Ce serait trop simple. Il y a aussi Françoise Dolto, pionnière de l'éducation des enfants en France. Et, enfin voilà, bon, déjà ça c'est ultra choquant. C'était en 1977, mais peu importe. Peu importe quand c'était. Il faut pas signer ce genre de truc. Bref. Ensuite, Jack Lang a signé une autre tribune, parce qu'une tribune, c'était pas suffisant, donc il en faut 2. Et donc, il a signé une autre tribune pour réviser le code pénal sur la sexualité des grands mineurs. Moi, je comprends grands mineurs, c'est à partir de 13 ans jusqu'à 16 ans, peut-être. Et donc, il était aussi très grand copain de Gabriel Maznev, un horrible personnage et auteur qui était ouvertement pédocriminel et qui s'en vantait avec beaucoup de fierté dans sa littérature, nauséabond, notamment entretenu des relations avec une gamine de 15 ans et dont il vantait les joies qu'il décrivait dans sa littérature. Horrible, vraiment, moi je trouve ça épouvantable. Cette gamine, je t'en parle parce qu'en fait, je sais que certaines personnes qui écoutent ce podcast et qui apprennent le français, qui ont des niveaux avancés, et notamment des élèves qui sont dans mon book club, ont acheté le livre de cette gamine qui s'appelle Vanessa, je sais pas comment on prononce, Springora ou Sprangora.
Et son livre, c'est Le Consentement. Donc elle a écrit un livre et puis ce livre a été adapté au cinéma et il me semble qu'il est même passé sur Netflix. Bref, en fait, c'est la victime de Gabriel Maznev qui n'était qu'un très bon copain de Jack Lang. Donc, c'est pas extraordinaire, hein, on va être d'accord là-dessus. Et pour les membres du club, dans votre espace membre, j'ai ajouté tous les liens des ressources que j'ai mentionnées, donc le livre aussi, Le Consentement. J'ai aussi ajouté une interview avec Gabriel Maznev qui se fait recadrer par une autrice québécoise. Et voilà, plein de ressources pour aller plus loin, comme ça tu peux aussi continuer à pratiquer ton français. Donc, décor pas très glorieux pour Jack Lang, mais heureusement c'était pas son idée. Mais je ne pouvais pas te vanter les mérites de la fête de la musique sans te donner aussi l'envers du décor de celui qui l'a vraiment propulsé. Certes, la fête de la musique, c'est un événement génial, mais Jack Lang est un personnage horrible. Voilà. Alors, maintenant, passons à la date du 21 juin. Pourquoi la fête de la musique se passe le 21 juin? Cette date n'a pas été choisie par hasard, car c'est le solstice d'été. C'est assez difficile à prononcer, un solstice. Solstice d'été, le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Et avant la fête de la musique en France, il n'y avait pas vraiment de fête pour fêter, célébrer le retour officiel de l'été et des jours plus longs. Et en France, le début de l'été a une importance psychologique énorme. C'est la fin des examens. Les vacances approchent, les journées sont plus longues, les terrasses se remplissent et donc il y a une sensation de liberté, tout le monde est de bonne humeur. En juin, en général, si tu viens en France, tout le monde est de bonne humeur, même à Paris. Il y a une rumeur qui dit que le musicien Joel Cohen, qui avait eu l'idée en 1970, lorsqu'il travaillait pour France Musique en tant que producteur des programmes de radio, il avait eu l'idée de faire des saturnales de musique autour des solstices d'été. Mais c'est la France de 1982 qui va transformer cette idée en événement national. Donc 1982, soit 3 ans avant ma naissance, le 21 juin de 1982, c'est la première fête de la musique qui est organisée en France. Et au départ, c'est un peu une version test. Personne ne sait si ça va marcher. Il se dit, on essaye et on verra bien. Donc, il n'y avait pas de modèle ni de comparatif à l'étranger. Personne n'avait fait ça auparavant. Et surtout, l'idée paraît un peu folle. Faire jouer des amateurs dans la rue partout en France, dans le pays où on aime le silence. Imagine un peu l'idée. Et la première édition dépasse toutes les attentes. Des milliers de musiciens jouent le jeu, sortent dans les rues, amateurs, fanfares, groupes de rock, chorales, étudiants, voisins, inconnus. Et donc la France découvre quelque chose, que la musique peut transformer complètement l'espace public. Et donc c'est aussi une fête profondément française, même si les Français adorent le silence, parce que ça résume plein d'obsessions françaises. Donc par exemple, l'idée de l'égalité culturelle. En théorie, tout le monde est au même niveau, amateur, professionnel, enfant, retraité, étudiant. Tout le monde peut jouer de la musique. Et c'est aussi donc la démocratisation de la culture et de la musique. Il y a la réappropriation de la rue. La rue a une dimension politique assez énorme. Tu le sais, les Français aiment bien manifester, faire la grève et tout ça. Et donc là, la rue est un espace collectif, le 21, mais ça devient aussi un espace artistique et un espace de fête. Donc au lieu de réclamer et de dire qu'on n'est pas content, on va faire la fête avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc on fait parfois des routes, les gens marchent partout, les terrasses débordent. Et c'est vraiment une énorme fête de rue. Et pour une fois, les Français refusent le silence. Donc ils ont, je te le dis, tu le sais, si tu as déjà été en France, les Français ont une relation très paradoxale avec le bruit. Ils se plaignent du bruit constamment, essayent de faire des travaux dans ton appartement à 22h, 23h. Ton voisin est là à 23h01. Parce que normalement, le tapage nocturne, officiellement, ça commence à 22h. Donc, si tu fais du bruit ou quoi que ce soit et que tes voisins sont pas très très cool, 22h01, ton voisin, il est à la porte en disant « Monsieur, vous faites du bruit ». Donc, les Français se plaignent constamment du bruit, mais ils adorent les événements collectifs bruyants. Les manifestations, le festival, les marchés, le stade, le concert, les fêtes populaires. Et donc, la fête de la musique, c'est un chaos organisé. Et ça correspond parfaitement à la culture française. Évidemment, quand il y a quelque chose qui plaît, il y a aussi des critiques. Et donc, il y a des critiques de la fête de la musique.
Chaque année, il y a toujours le même débat qui revient. Trop de bruit, trop d'alcool, trop de monde, trop de jeunes, trop de touristes, trop de sécurité, trop commercial, plus assez spontané, blablabla. Certains disent que la fête a perdu de son âme, mais ça c'est un peu comme les personnes qui partent à Bali et qui avaient été à Bali il y a 20 ans et qui y vont aujourd'hui et qui disent « Ah oui, Bali, c'est plus ce que c'était » ou même chose avec Ibiza. C'est la même chose avec la fête de la musique. Ça change et heureusement, ça change, ça évolue. Bon voilà. Chacun son avis là-dessus. Et donc, évidemment, la fête de la musique n'est plus la même qu'en 1982 parce qu'on n'écoute plus le même style de musique. Déjà, il y a plein d'autres styles de musique qui existent depuis, entre-temps. Et d'autres disent que la fête de la musique, c'est au contraire, elle reste l'un des rares moments réels, gratuits et populaires en France. Donc, tu vois... Il y a les pour et les contre. C'est aussi devenu une fête internationale. Aujourd'hui, la fête de la musique existe dans plus de 120 pays quand même. Et c'est l'un des concepts culturels français les plus exportés au monde. Attention, cocorico. Mais la fête de la musique est probablement l'un des plus grands succès culturels français modernes. Avec la même idée, la musique est gratuite dans l'espace public. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la France, la fête de la musique ? Ça nous dit qu'en fait, cette fête raconte plein de choses qui nous montrent des aspects de la mentalité française. Donc, la culture est importante, l'espace public appartient à tout le monde, les amateurs ont leur place et l'art ne doit pas être réservé à une élite. Alors, même si... la réalité est évidemment plus compliquée et c'est peut-être pour ça que cette fête survit depuis 40 ans, donc 40 ans de fête de la musique, parce qu'elle donne pendant quelques heures l'impression d'un pays plus ouvert. Même les gens qui détestent la foule finissent souvent dehors ce soir-là. Et donc le plus grand paradoxe des Français, c'est qu'ils adorent dire qu'ils détestent la fête de la musique, mais imagine, même les personnes qui critiquent la fête de la musique, si cette année ils disent « on annule la fête de la musique ». Là, le pays devient fou. Donc le 21 juin, la France devient une énorme scène ouverte et une très belle fête de rue. Est-ce que tu dois aller à la fête de la musique ? Si tu aimes bien la musique, bon, si tu es agoraphobe, il faut pas le faire. Enfin, en tout cas, il faut pas le faire à Paris. Il y a des villes où il y a aussi la fête de la musique et il y aura beaucoup moins de monde. Mais si tu as envie de voir les jeunes, les gens dans la rue, faire la fête, rigoler, être de bonne humeur, s'amuser, parler à tout le monde... je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Il faut aimer la musique, forcément. Il faut aimer se balader. Mais c'est vraiment un très 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 chouette moment. Je pense que je vais participer cette année. Je sais pas exactement dans quel coin de Paris je vais me perdre. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'avantage de la fête de la musique. C'est que tu te perds en fonction des musiques que tu entends devant certains bars. Il y a aussi des groupes de musique. Par exemple, il y a des groupes de musique brésiliens que j'adore. Et ces groupes, je sais qu'ils se produisent dans Paris pendant la fête de la musique. Donc, ils annoncent sur Instagram, on va être là pendant la fête de la musique. Venez nous rejoindre. Donc, je participerai. Je ne sais pas où. Pour les membres du club, je vous raconterai dans la newsletter. D'ailleurs, maintenant, vous avez tous appris d'où venait la fête de la musique et j'aimerais uniquement pour les membres du club qu'on continue cette conversation ou sur Discord ou dans votre espace membre. J'aimerais que vous me racontiez si la fête de la musique s'est exportée chez vous, si vous aussi vous avez la fête de la musique, comment vous la fêtez, est-ce que vous avez déjà participé à une fête de la musique, comment c'était, bref. Tout autour de la fête de la musique, j'ai plein de questions. On continue cette conversation donc dans votre espace membre sur Discord et évidemment, je vous revois lundi prochain dans les live Q&A. Pour ceux qui sont pas encore membres du club, je vous donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Je vous dis à tout de suite dans votre espace membre. À lundi dans le live Q&A pour les membres du club et pour tous les autres. On se voit la semaine prochaine, jeudi. Salut! Oh, c'est déjà fini, Sniff, et j'ai encore plein de choses à te dire. Mais avant de te laisser, j'ai besoin de toi. Laisse-moi 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Ça prend 2 secondes et pour moi, ça change tout. Et si tu veux aller plus loin, la transcription de cet épisode et de tous les autres épisodes t'attend dans le club de Yasmine. Tu y retrouves aussi mes live Q&A chaque semaine où je réponds personnellement à toutes tes questions et tu retrouves aussi tous les épisodes privés. Je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. À très vite!